Heaven Boy on the track. 13h à Cotonou, 12h en temps universel. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Sentier, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le ministre Gaston Dossoouir a fait un bilan des activités menées pour l'évolution du secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Restez avec nous pour en savoir plus. Dans la page santé de ce journal, nous aurons un magazine sur la santé reproductive, plus précisément sur les pesanteurs socioculturelles liées à ce phénomène. Le sport viendra mettre un thème à ce journal dans une vingtaine de minutes. Voilà pour les titres, place au développement. Comme il en est de coutume depuis quelques semaines, dans le cadre de la reddition de comptes du gouvernement, nous vous proposons le point effectué par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoouir. Voilà. Selon ce dernier, le secteur a connu de nouvelles mutations qui militent en faveur d'une redynamisation entière. Sur les ATDA, le modèle de gestion a changé par rapport au passé. La professionnalisation est devenue une réalité. L'implémentation de projets et programmes spécifiques à chaque zone est une donne auquel tout le monde est tombé d'accord aujourd'hui. Mieux, lorsque vous êtes chef de file d'une filière, vous pouvez maintenant avoir des relations avec les autres pôles de développement qui sont les pôles annexes à ce programme-là. Et vous répondez au niveau national de tout le programme. Je prends le programme de riz. Le chef de file est à Malanville, mais le riz on produit dans les collines, dans le zoo, dans l'Atlantique, dans l'Ouémé, un peu partout. Donc, on administre ce projet à travers un couloir bien précis. Le Bénin, avant 2016, avait au plus 6200 hectares aménagés, soit 2% du potentiel hydro-agricole. Mais entre 2016 et 2023, nous avons aménagé 25 440 hectares, soit 4 fois plus. Ceci a permis de maîtriser l'eau et de pouvoir faire une agriculture résiliente. Cette maîtrise de l'eau est surtout en faveur du riz et des cultures maraîchères. C'est dans 67 communes du Bénin que nous avons pu faire ces aménagements-là. Mais ces aménagements surtout sont dans les vallées de la Sota, les vallées du Mono et les vallées de l'Ouémé. Dans la vallée de l'Ouémé particulièrement, nous avons même installé un projet spécial avec l'appui de la BAD pour faire des aménagements assez importants. De 2017 et le projet en train de finir maintenant, on l'appelle PAYAVO, projet d'appui aux investissements agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Dans l'Ouémé, aujourd'hui, il y a plus de 4 à 5 000 hectares aménagés. Les aménagements dont on parle, c'est quoi? Là où l'inondation devient forte pendant la saison et on n'arrive même pas à faire du paiement de la tomate. On a fait des planches surélevées. Et là-dessus, les gens peuvent cultiver sans être inondés, même en période de crue. Les zones plates ont été aménagées pour la riziculture. On a développé non seulement les technologies pour la production, mais on a développé aussi beaucoup de technologies pour le séchage, la conservation, avec des aires de séchage, avec des magasins de stockage et autres. Mieux, au cours de l'année 2023, nous avons fait étudier 12 000 nouveaux hectares pour aménager. La vallée de l'Ouémé seule a eu 9 000 hectares étudiés aujourd'hui en 3 grandes zones et les discussions sont maintenant lancées pour pouvoir aménager et valoriser ces espaces-là. La vallée du Niger a reçu 1500 hectares et la vallée du Mono 1500 hectares. En ce qui concerne le sous-secteur de la production végétale, le ministre a indiqué que de profondes réformes ont été opérées grâce à la SONAMA. La SONAMA a permis de donner une deuxième vie à plus de 1300 équipements qui étaient pratiquement déjà garés. Nous avons pu mettre en place 5000 kits de matériel agricole pour la préparation du sol et autres travaux d'entretien des cultures. Cela déjà a permis d'amener le taux de mécanisation à 15, 16, 17%. Nous irons facilement à 30% parce que pour la campagne en cours, nous sommes en train de commander près de 5000 kits, nouveaux kits, qu'on met à la disposition des producteurs à moitié prix pratiquement pour ce qui est conventionnel et avec une subvention de 30 à 40% sur les équipements optionnels.
Ce qui est fait en matière de mécanisation et qui rend résilient le dispositif, c'est la formation des tractoristes. On a formé 6000 tractoristes. On a formé 300 mécaniciens. On a 5 plateformes de services et 400 de démonstrations pour aider les gens à comprendre quel mécanisme on va utiliser pour tel ou tel type d'opération. C'est des centres d'apprentissage, des centres de formation. Mieux, la SONAMA s'équipe maintenant des engins relativement plus complexes pour faire des prestations en termes de défrichement, en termes de nettoyage de grandes parcelles et autres là. Nous avons 4 camions ateliers qui sillonnent le pays et il suffit de signaler que tel engin est en panne. Si le mécanicien d'à côté n'a pas pu régler, on lui apporte le secours nécessaire. L'autre aspect important de cette mécanisation et de suivi des équipements que nous avons sur le terrain, c'est au fait le tracking des tracteurs. Sur tous les tracteurs, on a mis un dispositif de tracking et nous pouvons savoir si le tracteur est en train de rouler ou pas. Ça peut vous dire qu'il y a une assistance de proximité et ça, c'est le savoir-faire de l'équipe dirigeante de la SONAMA. Faisons à présent le tour du reste de l'actualité au niveau national à travers cette compilation présentée par Carmen Hodeo. On démarre les informations au plan national par l'ouverture d'une ambassade canadienne à Cotonou. Le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a annoncé hier l'ouverture d'une ambassade canadienne à Cotonou pour renforcer les liens de coopération avec le Canada. Cette nouvelle ambassade aura pour vocation de renforcer la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'éducation et la formation professionnelle, les énergies renouvelables, l'autonomisation des femmes et la lutte contre la corruption. L'ouverture de cette ambassade crée également de nouvelles perspectives pour les entreprises canadiennes désireuses d'investir au Bénin. Il faut noter que le Bénin et le Canada partagent des valeurs fondamentales telles que la démocratie, les droits de l'homme et la primauté du droit. On poursuit et on apprend qu'un militaire a comparu devant la criette pour une affaire de drogue. Un militaire et 4 autres individus font l'objet d'accusations relatives au trafic de drogue et au blanchiment de capitaux. Au cours de l'audience ce jeudi, ils ont plaidé non coupables. Le militaire à la barre a clarifié que la substance en question n'est pas une drogue, mais plutôt un produit qu'il utilise pour la conservation de ses préparations pharmacologiques, étant donné qu'il exerce également en tant que tradit praticien durant 16 heures de loisirs. Pourtant, les enquêtes préliminaires attestent le contraire. Le militaire mis en cause dans ce dossier, selon les éléments de preuve disponibles au niveau de la justice, avait informé l'un des autres prévenus de son intention de lui vendre une substance illicite d'une valeur d'environ 6 millions. Contrairement à lui, ses co-accusés ont attesté que la substance incriminée dans cette procédure est effectivement une drogue. Après les dépositions, le dossier a été renvoyé au 12 décembre prochain. Et pour finir, la criette rejette la demande de liberté provisoire des accusés dans l'affaire du bateau échoué à Fudj-Rossel. La criette a rejeté hier la demande de liberté provisoire pour les 18 personnes inculpées dans l'affaire du bateau échoué à Fudj-Rossel. Selon la décision de l'institution judiciaire, ces individus accusés notamment d'abus de fonction, de trafic de produits pétroliers, de navigation sans titre et infraction aux règles maritimes resteront en détention provisoire jusqu'à leur prochaine audience prévue pour le 28 novembre prochain. Rappelons que cette affaire remonte au 30 juin 2024 lorsque les autorités ont découvert un bateau chargé de 200 000 litres de gasoil échoué sur la plage de Fudj-Rossel. Pour les autorités, il s'agirait d'une opération de trafic illégal de carburant impliquant des ressortissants béninois dont certains membres de la marine de Cotonou. Suite à cette découverte, les suspects avaient été interpellés et placés en détention. Lors de l'audience du 14 août dernier, la défense avait plaidé pour une mise en liberté provisoire des prévenus, une demande que la criette vient à nouveau de rejeter. Page santé à présent, le Bénin a renforcé en 2021 son arsenal juridique sur la santé sexuelle et reproductive. L'objectif du gouvernement est de réduire significativement le décès maternel à travers l'avortement médicalisé, la promotion des méthodes de planification familiale et la mise à la disposition des jeunes d'informations fiables sur la santé sexuelle et reproductive. Mais 3 ans après, l'ambition du gouvernement se heurte à de nombreuses pesanteurs socio-culturelles. Le point avec Ginette Fleur-Adandi. Même la loi sur l'embauche n'a pas autant nourri les débats que celle sur les droits à la santé sexuelle et reproductive. Les réfractaires pointent du doigt l'assouplissement des conditions d'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Avorter
un embryon ou un fœtus, c'est empêcher son développement normal. Surtout que si vous le faites consciemment. Dans la Bible, c'est clair, c'est Dieu qui donne la vie et c'est Dieu qui la reprend. Il est hors de question qu'un homme reprenne la vie. S'il arrivait que je me retrouve dans un cas pareil, j'en assume la responsabilité parce que je suis chrétien, donc ma foi ne m'autorise pas à faire une chose pareille. Le gouvernement qui défend ce nouveau test trouve qu'il est jugé un peu trop hâtivement. Cette étape du développement qu'est l'adolescence est marquée entre autres par la précocité des rapports sexuels, la précocité des grossesses non désirées et les complications des avortements provoqués. Un décès sur 5 survient chez les adolescentes avec une fécondité assez élevée pour cette couche. À cela s'ajoute la prolifération des IST, VIH-Sida. Mais il n'y a pas que l'IVG qui est mise à mal et perçue comme un terrain fertile à la dépravation. Le fait que l'information sur la sexualité soit mise à la portée des jeunes aussi dérange. Les jeunes filles parlent ici des obstacles qui les empêchent de recourir aux services de santé sexuelle et reproductive. Nous les filles, y compris moi, on ne discute pas de santé reproductive sexuelle avec nos parents. Ils n'aiment pas nous en parler, ils disent que ça ne nous concerne pas. Les parents veulent avoir toujours leur mot à dire. Cette situation ne nous permet pas d'être libres, d'être autonomes, de dire ce qu'on pense véritablement à l'intérieur de nous. Pour accompagner le gouvernement et contourner les difficultés, des partenaires comme l'UNFPA, Plan Bénin et des associations de la société, des professionnels de santé innovent avec une application dénommée Elle qui s'adresse aux filles et aux garçons. Nous nous sommes demandé à notre échelle en tant que regroupement de professionnels de santé, que pouvons-nous faire pour briser les tabous? Et c'est la réponse à cette question que nous donnons à travers l'application Elle, une application qui est téléchargeable librement sur toutes les plateformes et qui permet aux filles et femmes d'avoir l'information fiable sur leur santé et bien-être et d'être orientées vers des professionnels de santé en cas de besoin. Les hommes également ayant leur place à travers une interface homme dédiée sur l'application. Développée par Dr Viviane Oke, doctorante en médecine et membre de la communauté Women in Tech, fortement soutenue par les États-Unis d'Amérique, cette application, selon son développeur, entend offrir aux jeunes filles et femmes le soutien nécessaire. Le choix du digital parce qu'il permet de donner le pouvoir aux femmes sans que personne ne les voit, sans subir par exemple la crainte des regards et de la stigmatisation de nos sociétés qui est quand même importante. Deuxièmement parce que l'impact et la portée du digital est beaucoup plus grande que celle que nous pourrions faire avec des actions physiques. La transformation donc du digital, l'arrivée du digital dans cet écosystème permet de faire énormément de bons et de combler suffisamment d'écarts. Aujourd'hui, ils sont nombreux à militer pour faire connaître et faire évoluer davantage le cadre réglementaire et institutionnel régissant les droits à la santé sexuelle des adolescents qui souffrent du silence qui enveloppe les questions sexuelles à l'âge de la puberté. Merci Ginette. Fleur Adadé, toujours santé, le foie est un organe abdominal logé chez l'homme dans l'hypocondrie droite et qui assure 3 fonctions vitales. Une fonction d'épuration, de synthèse et de stockage. Comment maintenir cet organe en bonne santé? L'infirmier Koudjina Fiacre nous renseigne. Pour maintenir son foie en bonne santé, je pense qu'il serait important d'adopter des habitudes alimentaires équilibrées et variées. Il faut privilégier une alimentation variée et équilibrée en encourageant la consommation d'une grande variété de fruits et légumes, des protéines maigres comme la viande du poulet, le poisson, les œufs et les légumineuses, les glucides complets comme le riz brun. Il faut consommer des aliments qui sont bénéfiques pour le foie. Et comme aliments bénéfiques pour le foie, nous avons l'ail, le chou, les épinards, la betterave et l'avocat. L'ail, ça favorise l'activation des enzymes hépatiques et qui aide maintenant à éliminer les toxines. Le chou et puis l'épinard sont riches en chlorophylle et aident à détoxifier le foie. La betterave contient des nutriments qui protègent le foie des dommages oxydatifs. Maintenant, si nous prenons l'avocat, c'est très riche en acide gras sain et aide maintenant à réparer le foie. Il faut maintenant une bonne hydratation. D'accord? Donc, le fait de boire suffisamment permet d'éliminer les toxines. Il faut encourager la consommation du thé vert qui est très riche en catéchines. Les catéchines sont des oxydants puissants qui protègent maintenant le foie. Il faut limiter les substances néfastes comme l'alcool, les graisses saturées,
les sucres raffinés et les boissons sucrées et aussi éviter les excès en sel. Il faut favoriser maintenant les graisses saines, c'est-à-dire utiliser des huiles saines comme l'huile d'olive, consommer des poissons riches en oméga 3 comme le saumon, les sardines qui ont des effets anti-inflammatoires. Il faut faire beaucoup attention aux toxines, c'est-à-dire il faut préférer la consommation des aliments biologiques au détriment des OGM. Donc, lorsque vous avez la possibilité de choisir les aliments biologiques, il faut le faire. Pour essayer de réduire maintenant l'exposition aux pesticides qui arrivent et aux produits chimiques. Il faut éviter les excès de compléments. C'est-à-dire, il y a certaines plantes qui ont des essais en supplémentation en vitamines. Donc, il faut éviter cette consommation en excès. On quitte la page santé pour parler société. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une psychologue pour parler des relations toxiques, un sujet complexe qui touche de nombreuses personnes. Elle nous aidera à comprendre les signes avant-coureurs, les impacts émotionnels et les moyens de se protéger de ces situations délicates. Isabelle Gandaro au micro de Romaric Tokwe. Bonjour à vous, psychologue Isabelle Candaro, et merci d'avoir accepté cet entretien sur les relations toxiques. Alors dites-nous, quels sont les signes d'une relation toxique? Dans ce type de relation, vous savez, on retrouve des comportements de contrôle, de manipulation, des critiques à n'en point fini, des critiques constantes et parfois un isolement forcé de la famille ou des amis. Et cette dynamique-là crée une atmosphère tendue où il devient vraiment difficile de communiquer. La personne qui subit cela peut se retrouver dans un état de stress, de culpabilité et au lieu de trouver le soutien et la sécurité qu'une relation équilibrée devrait offrir, elle se retrouve dans une impasse tout simplement. Pourquoi est-il si difficile de quitter une relation toxique? Sortir d'une relation toxique, c'est tout un challenge. C'est souvent plus compliqué qu'on pourrait le croire. D'abord, ces relations suivent souvent un cycle de disputes et de réconciliation. Aujourd'hui, il y a dispute, aujourd'hui, il y a réconciliation. Les moments agréables, même s'ils sont très rares, font croire que tout peut s'améliorer du jour au lendemain et cela rend encore le départ plus difficile. Ensuite, il y a les critiques, les manipulations répétées qui finissent par affaiblir l'estime de soi de la personne qui se sent alors moins capable de trouver mieux ailleurs ou qui croit qu'elle finira par vivre seule. Et cette personne peut aussi ressentir une peur intense de l'inconnu, de la solitude et parfois la peur de ne pas être comprise par son entourage et elle n'arrive pas à se décider à vraiment quitter cette relation toxique. De ce fait, est-ce possible que les gens toxiques changent? La réponse est oui, ils peuvent changer, mais c'est difficile et ça demande un vrai engagement de leur part. Déjà, pour qu'un changement ait lieu, il faut d'abord que la personne même se rende compte de ses comportements et de leurs conséquences. Il faut que cette personne-là soit consciente que vraiment, elle est une personne toxique. Cette personne doit vraiment vouloir s'améliorer. Et le plus souvent, c'est pas de la magie. Ça passe par un travail thérapeutique pour comprendre les racines de cette toxicité-là, qui peuvent être peut-être des blessures émotionnelles, des insécurités ou bien des modèles familiaux négatifs. Et je vous dis, ce changement prend du temps. Si la personne a de la volonté, de la persévérance, il pourra surmonter ces habitudes-là qui sont profondément ancrées en lui. Un acte simple de notre part est susceptible de briser la confiance qu'un proche aurait placée en nous. Cette dernière peut-elle être retrouvée? La réponse est dans cet élément sonore signé Carmen Hodéo. Un mensonge, une trahison ou encore une tromperie de notre part peut briser la confiance d'un être cher à nous. Mais cette confiance peut-elle être reconstruite? Quelques citoyens rencontrés s'expriment sur le sujet. Quand la confiance est perdue une fois, c'est un peu plus difficile. Une confiance perdue peut être retrouvée dans la mesure où la personne fait ce qu'il faut pour pouvoir retrouver cette confiance. Je pense que ce n'est pas possible parce que c'est un peu comme si on jette un fruit pourri sur un tas d'ordures. Et quand on se dit après, non, ce n'est pas pourri, on va récupérer, on essaie d'enlever la partie pourrie. Il y aura forcément des gemmes qui auront déjà attaqué la partie non pourrie. Donc non, on ne peut pas. Je ne pense pas. Déjà, avoir confiance en quelqu'un, c'est donner une partie de soi à la personne. Et quand cette partie est brisée, revenir, c'est très compliqué. La confiance perdue peut être retrouvée, mais pas totalement, juste un peu. Genre la personne peut avoir confiance en toi à nouveau, juste un tout petit peu. Plus comme cela l'a été il y a un moment. Une confiance perdue dans un autre cas ne peut pas être retrouvée parce qu'une fois que tu as brisé un fer, c'est impossible de pouvoir le reconstruire de sorte que ça puisse garder de l'eau sans se renverser. Il est difficile de retrouver la confiance en quelqu'un, mais on peut toujours la regagner, mais pas totalement. On peut essayer de faire avec la personne
personne, mais toujours est-il qu'on serait sur ses gardes. Quand tu es sur tes gardes, c'est supposé que oui, il n'y a pas vraiment la confiance. Le mieux, c'est d'essayer de ne pas briser la confiance de quelqu'un. D'un sujet à un autre, le style vestimentaire est-il suffisant pour connaître la personnalité d'une personne? Eh bien, aujourd'hui, force est de constater que cet indice remet parfois en cause la moralité de certaines personnes. Entre préjugés et regards critiques, que doit-on retenir? Quelques citoyens donnent leur point de vue sur le sujet au micro de Mathilde Aïmoa. Le style vestimentaire ne détermine pas la personnalité de quelqu'un parce que c'est juste un vêtement qu'il porte. Ça dépend de son humeur. Il se réveille aujourd'hui et dit bon, je veux porter ceci. Demain, il va dire je veux porter autre chose. C'est pas forcément ce qu'il a porté aujourd'hui qu'il va porter demain et toujours. Donc, tu peux pas te baser sur ce que tu as vu sur lui aujourd'hui pour pouvoir dire que bon, celui-là, il est comme ci ou bien il est comme ça. Parce que tu n'es pas resté avec lui pendant un bon moment pour voir si c'est toujours la même chose qu'il porte. Et même si c'était la même chose qu'il porte, c'est une question de style. Voilà, c'est une question de, comme on le dit, mood. En réalité, non, parce que, comme on le dit, l'apparence peut être trompeuse, mais il faut aussi dire que ce n'est pas une raison suffisante pour que l'on s'habille de certaine manière, je veux dire d'une manière extravagante. Parce que la société dans laquelle nous sommes a déjà l'idée selon laquelle quand vous vous habillez d'une certaine manière, on vous considère comme délinquant, comme tout. Si vous-même vous continuez de vous habiller de la sorte, je pense que ce que la société dit de vous, elle continuera de le dire. Donc le style vestimentaire ne détermine toujours pas la personnalité d'une personne. L'apparence est souvent trompeuse. Ce n'est pas parce que cette personne est très bien habillée, qu'elle est de bonne moralité, qu'elle est compétente. On peut être un homme et se percer les oreilles, tout ce qui va avec, et quand même être de bonne personnalité et être compétent. C'est bien dommage puisque de nos jours, on juge par ce que l'on a apporté et c'est bien déplorable. Puisque ce qu'on a apporté ne reflète en rien, je dis bien en rien, selon moi, ce qu'on est. Comment va le reste du monde ce vendredi 8 novembre 2024? La réponse à travers ce condensé de l'actualité au plan international présenté par Ola Grace Adji. Bienvenue à la page inter de ce jour. Le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit des 18 mois de conflit civil qui secouent le pays. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les États de Gédaref et du Nil Bleu. Le Soudan fait partie des 16 premiers pays africains à introduire ce vaccin dans le cadre d'une initiative menée par le ministère fédéral de la Santé en partenariat avec l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la Santé OMS et Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins. Cette campagne de vaccination a débuté après l'arrivée en octobre du premier lot de 186 000 doses de vaccins contre le paludisme. À terme, le vaccin sera introduit dans 129 sites à travers le pays entre 2025 et 2026. Au Mozambique, les violences post-électorales s'intensifient. Alors qu'ils convergeaient vers la capitale Maputo quadrillée par les forces de l'ordre jeudi, des centaines de partisans ont été pris dans des échauffourées avec la police. Le chef de l'opposition Venancio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle du 9 octobre avec 20% des voix, aurait fui le pays après que 2 de ses assistants ont été tués avant l'annonce des résultats. Il a toutefois appelé à une grande marche ce 7 novembre contre les fraudes électorales. Les partis d'opposition, les groupes de la société civile et les observateurs occidentaux ont déclaré que l'élection était inéquitable et que les résultats avaient été modifiés. Ce jeudi 7 novembre, le prince William a conclu une visite de 4 jours à Simonstown, Afrique du Sud, dédiée à la promotion de la conservation environnementale et à la lutte contre le changement climatique. Au cours de son séjour, le prince a visité plusieurs initiatives locales visant à protéger les écosystèmes et à soutenir les communautés impliquées dans la préservation de la biodiversité. Cette visite de William en Afrique du Sud a mis en lumière des actions locales et internationales en faveur de l'environnement, soulignant l'urgence des défis climatiques et la nécessité d'actions concertées pour préserver notre planète. Le prince a exprimé son espoir de voir les initiatives soutenues par le prix Earthshot inspirer des changements significatifs à travers le monde. Et pour finir, la déforestation en Amazonie brésilienne a chuté de 30,6% par rapport à l'année dernière, ont annoncé mercredi 6 novembre les autorités.
Ce recul marque le niveau de destruction le plus faible enregistré depuis 9 ans. De plus, la déforestation dans la vaste savane du Cerrado a diminué de 25,7%, marquant la première baisse en 5 ans. Les autorités précisent que l'impact total sera évalué dans les mois à venir grâce à la surveillance continue par satellite. L'Amazonie, qui s'étend sur une superficie 2 fois plus grande que celle de l'Inde, abrite la plus vaste forêt tropicale au monde, dont environ les 2 tiers se situent au Brésil. Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matchs contre le Bénin et la Libye, comptant pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le technicien franco-allemand a fait appel à un groupe de 25 joueurs avec des cadres comme Olivier Verdon, Chaudel Dossouran, encore Saturné Alagbir et David Kiki. Annoncé ces dernières semaines, Cédric Ontondir est absent de la liste. À la faveur d'une émission télévisée le jeudi 7 novembre 2024, Benoît Dato, ministre des Sports, a passé en revue les différentes actions de l'exécutif pour redorer le blason du secteur. Je vous invite à suivre un extrait de son intervention. Qu'il vous souvienne qu'en 2016, à l'arrivée du président Patrice Talon, le sport béninois végétait dans un climat délétère. Il fallait régler des crises, notamment celles au sein de la famille du football. Il n'y avait pas un programme sportif de détection et de formation des talents à la base. Les rapports entre le gouvernement et les fédérations étaient très peu structurés. L'image de nos équipes nationales laissait à désirer et l'engouement populaire autour de nos athlètes et équipes était faible. Sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons défini un objectif clair et précis, faire du Bénin une nation sportive. Et pour y arriver, de grandes réformes et actions sont mises en œuvre depuis 2016, et ce, de façon méthodique. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. Dans un premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Et puis une meilleure prise en charge des équipes nationales des autres disciplines sportives. À cet effet, cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3 186 320 200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales sans distinction aux compétitions internationales majeures. Voilà, je tiens à notifier que les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN, les matchs sont contre le Nigeria et la Libye. Et voilà qui met un thème à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tibus Guézour à la technique, à la réalisation Carmen Hodeo. Moi je suis Samuel Kora, portez-vous bien. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kasseto. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62.